France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. Après Romain Gary, Berthe Morisot, Clara Malraux ou encore Stefan Zweig, la biographe de l'Académie française fait un retour au pays des grands hommes avec une nouvelle biographie publiée chez Gallimard, consacrée cette fois à Joseph Kessel et Maurice Druon. Les partisans, c'est son titre. Un titre qui fait écho, vous l'imaginez, au célèbre chant de la Résistance et que les deux futurs académiciens composèrent ensemble à quatre mains durant leur exil londonien. L'autrice de Mes vies secrètes, prix Interallié et prix Renaudot, est elle-même membre de l'Académie française, au fauteuil 33 depuis 2013. Dominique Bonnat est aujourd'hui l'invité de Bienvenue au club. Une émission programmée par Henri Leblanc et Anouk Delfino avec Théa Corler et Didier Pinault. Et bonjour à vous, Dominique Bonnat. Bonjour. Bonjour. Joseph Kessel, Maurice Druon. L'un est l'oncle, l'autre le neveu, c'est le fils de Lazare, Maurice Druon, le frère de Joseph Kessel. Mais quelle place occupe ce duo Kessel-Druon dans votre famille imaginaire à vous ? Alors, je les ai découverts, pour ainsi dire, en couple. Ce dont on n'avait jamais parlé jusqu'à maintenant, à travers ce lien de famille. Je me suis toujours intéressée au lien de famille, en fait, à travers mes livres. J'ai souvent parlé des rapports entre frères et sœurs, entre sœurs. Et tout à coup, là, il y avait ce lien, et qui est un lien chez eux quasi filial. Ce n'est pas un lien anecdotique, c'est un lien vraiment très important qui fait que ces deux écrivains, à l'œuvre si différente, ont cependant marché du même pas, côte à côte, et quelquefois écrit ensemble, épaule contre épaule. Mais comment ils sont entrés dans votre vie à vous ? Un peu par hasard, comme tous les personnages de mes biographies. J'ai beaucoup de mal toujours à expliquer l'origine, en fait, d'un livre. Il me semble toujours que les livres tombent un peu du ciel, les sujets des livres. Je crois qu'ils rejoignent finalement mon panthéon personnel par le tempérament passionné, par le feu qui les habite, par le goût des espaces ouverts, des aventures au sens large. Je crois qu'après des périodes assez enfermées que nous avons vécues, de confinement, finalement, Kessel et Druon étaient un remède à la mélancolie, à la grisaille. Oui, vous aviez envie d'une figure ou de deux figures aventurières, des tempéraments quand même de feu, notamment pour Joseph dit Jeff Kessel, le courage de faire. Ils étaient particuliers l'un et l'autre et ils l'ont montré dans cette époque qui était elle-même singulière. Évidemment, c'est le parcours de ces deux hommes, de ces deux grands hommes qui croisent, rencontrent, traversent aussi celui d'un temps qui n'est plus le nôtre aujourd'hui, celui du XXe siècle. Après le suicide de son frère, Joseph Kessel va veiller sur Maurice, qui aura pour son oncle, son père de substitution, presque une grande admiration, malgré leurs différences de tempérament, de caractère. L'un est un coureur, charmeur, au tempérament désordonné, ainsi décrivez-vous Joseph Kessel. L'autre est plus dans l'ironie, il est plus cinglant. Il ne court pas après les femmes, sauf peut-être après Edmond de Charleroux. Et tout ça après-guerre. Ils sont différents et en même temps, évidemment, il y a un tronc commun. Il y a quelque chose qui fait qu'ils ne sont pas totalement étrangers l'un à l'autre, pas simplement leur lien de sang, mais aussi dans leur caractère, des points communs. Oui, on a une légende pour Joseph Kessel, qui est le personnage de l'aventurier, du baroudeur, mais aussi le héros des Nuits de Prince, qui aime la musique tzigane, qui boit au-delà de la mesure, qui casse les verres et même qui mange les verres, puisque c'est une de ses spécialités. Donc on a un colosse, un géant. Mais ce géant a aussi des fragilités, et parmi ces fragilités, un certain nombre de culpabilités qui remontent très loin dans sa biographie. Donc c'est un homme blessé, c'est un homme angoissé, habité de ce qu'il appelle lui-même des dibouks, c'est-à-dire des démons intérieurs. Il y a une sorte de
de désordre intérieur chez Joseph Kessel, qui lui fait aimer d'ailleurs des paysages qui lui ressemblent. Des paysages comme l'Afghanistan, qui sera son pays sa seconde patrie, sa patrie de cœur. Et Druon, au contraire, a jugulé les démons de la tribu Kessel. Il s'est véritablement construit. Il a ordonné le paysage et il va se retrouver beaucoup plus en Italie, en Grèce, dans des paysages entourés, jalonnés de temples antiques. Donc, en fait, Druon, c'est un personnage qui tient debout avec des colonnes doriques. Mais ça n'empêche que lui aussi a des désordres intérieurs fascinants. Oui, et notamment une enfance compliquée avec le suicide de son père, là où Kessel a plutôt eu une enfance heureuse. Hein. Oui, Kessel a eu une enfance heureuse. Il y a eu beaucoup d'amour dans l'enfance de Kessel. Il a été élevé par un père et une mère qui formaient un couple magnifique, avec 2 frères avec lesquels il s'est toujours bien entendu, qu'il a aimé profondément. Et d'ailleurs, le suicide de Lazare est un des malheurs, un des grands malheurs de sa vie. Druon, en revanche, jusqu'à l'âge de 10 ans, a connu une enfance très instable, a porté 3 noms différents jusqu'à l'âge de 10 ans, avant d'être reconnu par ce René Druon, qu'il considère désormais comme son véritable père. Et il y a un parcours tout à fait à l'opposé. Et Druon dira d'ailleurs « Je n'aime pas l'enfance, je n'aime pas mon enfance ». Pourquoi Druon surnommait-il Kessel Tolstoïevski ? Oui, c'est un surnom magnifique, Dostoïevski, parce que, à ses yeux, son oncle, Joseph Kessel, rassemble les traits de ces 2 génies de la littérature russe, à la fois Tolstoï et Dostoïevski. Tolstoï pour la vitalité, le goût de la vie, la démesure, et Dostoïevski, justement, pour cet aspect torture morale, très torturé de Kessel comme Dostoïevski. Alors ça nous ramène aussi quand même à Guerre et Paix, et vous racontez que Kessel, ce grand héros aussi de la Première Guerre mondiale qu'il a traversée, que la guerre exerçait sur lui une véritable fascination. En quoi ? Alors, Guerre et Paix, c'est un livre que Kessel transporte partout avec lui, où qu'il aille. Il y a toujours Guerre et Paix en russe ou en français, c'est selon, dans ses bagages. La guerre, c'est important pour Kessel, d'abord parce qu'il est lui-même un héros de la Grande Guerre, de la Première Guerre mondiale. Il s'est engagé tout jeune. Kessel est né en 1899, donc il était trop jeune pour en 14 s'engager dans la guerre, mais il a tenu à en être. En être, c'est son expression, c'est-à-dire il ne veut pas faire la guerre, il veut en être. Il veut avoir sa part des sacrifices, sa part des dangers. Au fond, la guerre, pour Joseph Kessel, c'est le récit d'une fraternité. C'est pas du tout la haine de l'ennemi qui l'habite. Il n'y a jamais de haine, d'ailleurs, je crois, dans aucun des livres de Joseph Kessel. En revanche, la fraternité est une des valeurs dominantes de la littérature de Kessel, et c'est la fraternité qui l'entraîne à s'engager. Quand il s'engage, il n'est même pas français. Il ne sera naturalisé français qu'en 1922. Donc c'est un jeune russe au départ, puis un apatride à partir de la révolution russe de 1917, qui va faire cette Première Guerre mondiale dans l'aviation, non pas comme pilote, mais comme navigateur-observateur. Alors, Kessel va offrir à Druon Guerre et Paix, Oui. un exemplaire, et pour autant, ils n'ont pas le même rapport justement à la guerre. Là où Kessel la voit comme une expérience humaine fondatrice, Druon, lui, vivra très très mal la défaite. Hein. Oui, parce que Druon connaît la guerre à travers la fameuse drôle de guerre de 1940. Il a 20 ans d'écart avec Kessel, et c'est un jeune Druon très va-t-en-guerre, en revanche, qui prend les armes en 1940. Or, il vient de sortir de l'école de Saumur, il rêve, car il a un tempérament, on peut dire, grandiloquent, il rêve d'entrer à Berlin à cheval.
évidemment, il va être déçu parce qu'il se retrouve dans un régiment qui n'a même pas d'armes, à commander 40 chenillettes qui manquent de carburant. Donc, sa guerre à lui, c'est plutôt un désenchantement. Il ne verra pas l'ennemi. Et pour, je dirais, se consoler du fait qu'il n'a pas été combattant lui-même pendant cette guerre, physiquement, il va écrire un livre qui s'appelle La Dernière Brigade, qui sera son premier roman, et qui va célébrer le sacrifice d'une génération de l'école de Saumur sur les bords de la Loire. Voilà, on a 2 figures d'écrivains aussi, hein. Il faut le raconter et on va en reparler, de leurs livres, de leur style, de leurs plumes. Il existait déjà, avant que vous entrepreniez, vous atteliez à cette biographie de Bénique Bonnat, une monumentale biographie de l'aventurier et écrivain Kessel, sur la piste du lion, signée Yves Courrière. 41 ans après sa mort, ses œuvres ont aussi rejoint la Pléiade, 2 volumes où figurent ses romans et ses récits, dont L'Équipage, Belle de jour, Les Cavaliers et L'Armée des ombres. Pourquoi, aujourd'hui, décider qu'il méritait encore une biographie? Est-ce que vous avez réellement choisi, et c'était peut-être ça, l'ombre que vous vouliez éclairer, de le raconter sous un autre jour? Oui, le point de vue est complètement différent. Le point de vue que j'ai adopté est différent parce que justement, à travers le couple Kessel-Druyon, on peut regarder Kessel d'une autre façon. On peut approcher Kessel de manière, je dirais, très intime à travers les liens familiaux, mais aussi les liens amoureux, etc. Le livre d'Yves Courrière est admirable. Je dirais que c'est la Bible concernant Joseph Kessel, non seulement parce que c'est merveilleusement écrit, mais aussi parce que Yves Courrière a écrit ce livre du vivant de Kessel, avec la participation de Kessel, qui lui a raconté beaucoup d'anecdotes de sa vie, qui lui a apporté des documents, etc. Donc ce livre reste la référence absolue. Et bien sûr, tout biographe de Kessel s'y réfère. Mais je pense qu'on pouvait aborder le sujet autrement. D'abord, peut-être parce que mon regard, à plusieurs années de distance, et c'est lointain maintenant ce livre d'Yves Courrière, est peut-être différent dans le contexte d'aujourd'hui. C'est aussi un regard de femme. Vous voyez, quand j'étais adolescente, c'était plutôt mon frère qui lisait Kessel, parce qu'en fait, Kessel était réputé comme écrivain pour les garçons. Il y avait une littérature comme ça, très genrée. Les garçons lisaient certaines choses, les filles sous l'angle de la bibliothèque rose, etc. Donc, c'est une erreur absolument étonnante, parce que Kessel a écrit des livres que tout le monde peut lire, non seulement jeunes, mais vieux, hommes, femmes, etc. Il y a vraiment un consensus universel autour de Kessel, et les histoires d'amour de Joseph Kessel sont merveilleuses, ses aventures aussi. Donc vous voyez, c'est un regard qui est un petit peu... La preuve en est aujourd'hui cette espèce de magie Kessel qui existe, c'est-à-dire que le Pléiade, qui est tardif, Kessel est entré dans la Pléiade en 2020, a un énorme succès. Vraiment, il montre que ce n'est pas un auteur du passé, c'est un auteur extraordinairement vivant. Vous dites le Pléiade ? Oui, j'ai dit un la Pléiade. À tort. Oui, j'ai une académicienne dans le studio, non, donc corrigez-moi. C'est peut-être moi. Non, c'est-à-dire la collection de la Pléiade, mais un livre de la Pléiade, pour raccourcir, on dit un Pléiade. Un Pléiade. Il me semble. Très bien. Alors, à l'école, les garçons... Un Pléiade dans la collection Pléiade. Je vais faire très, très, très attention, jusqu'à 12h30. À l'époque, les garçons lisaient Joseph Kessel et les filles, peut-être, avaient des posters de lui dans leur chambre. Il aurait pu être aussi une figure héroïque et séduisante pour la gente féminine. En tout cas, il l'était. Il attirait beaucoup les femmes et il était très attiré par les femmes. Il en tombait souvent amoureux. C'est pas pour autant qu'il les additionnait cruellement, ce Joseph Kessel que vous nous racontez. Mais il y a une femme au milieu de ce duo à qui vous rendez indirectement hommage sans la mettre directement sur l'affiche de cette biographie Les Partisans. C'est Germaine Sablon. Où est-ce qu'elle est à ce moment-là, quand ils partent, les 2 hommes? Parce que c'est le début de votre biographie, oui, vers Londres.
Oui, en fait, je ne m'attendais pas du tout à la trouver dans ce livre, parce que je voulais écrire un Kessel-Druon. Mais dès le premier chapitre, comme je commence en 1942, en décembre 42, avec la traversée des Pyrénées, quand justement Kessel et Druon ont l'intention de rejoindre la France libre et doivent passer clandestinement diverses frontières de l'Espagne et du Portugal, eh bien, ils ne sont pas seuls, ils sont avec cette maîtresse de Joseph Kessel qui s'appelle Germaine Sablon, qui est une artiste de variété, la sœur du crooner Jean Sablon. Et Germaine Sablon marche du même pas qu'eux. Et elle a même devancé Kessel et Druon en 41 en étant la première à s'engager dans un réseau de résistance, le réseau Carte. Donc c'est une femme qui est certes une chanteuse de variété, mais qui est aussi une combattante, une femme qui n'a aucune peur physique, qui a un courage moral incroyable. Et j'avoue qu'à la fin de ce premier chapitre, je me suis dit qu'il n'y avait aucune raison pour abandonner Germaine Sablon sur les bords du Tage, au Portugal, et puis continuer avec Kessel et Druon. Il fallait que Germaine Sablon accompagne cette saga, qu'elle accompagne l'épopée virile, et je dirais même non pas qu'elle l'accompagne, mais qu'elle la vive elle-même dans sa chair, puisqu'elle va physiquement être présente sur tous les terrains des combats pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est quand même dans sa chair aussi que Joseph Kessel va vivre la montée de l'antisémitisme et du nazisme. Alors plutôt dans ce temps-là comme reporter. Le point de départ de cette double biographie, vous l'évoquiez, Dominique Bonnat, c'est la nuit où ils vont tenter de passer tous deux, Druon, Kessel, clandestinement en Espagne, puis au Portugal. La nuit où sa vie à lui va basculer, sa conscience de soi, on aimerait dire. Jamais, jusqu'à cette nuit, écrivez-vous, Joseph Kessel n'a ressenti sa parenté avec le peuple persécuté. Jamais il n'a été ce pourquoi aujourd'hui il part, un juif errant. Oui, la conscience de sa judaïté, Kessel l'a lui-même expliqué, lui est venue au fond assez tard, parce que enfant, adolescent, il était français, un point c'est tout. Sa famille n'était pas une famille pratiquante, lui-même sera toujours agnostique. En revanche, dans les années 30, il prend conscience que le fait d'être juif établit une différence incroyable. Il est en Allemagne pour un reportage sur la montée du nazisme. Il découvre Hitler à ce moment-là. Il écrit un livre qui s'appelle « Les bas-fonds de Berlin », où il raconte cette expérience de grand reporter et où, pour la première fois, il est confronté à ces vagues d'antisémitisme. Il y sera confronté aussi, dans ces mêmes années 30, quand, journaliste à Gringoire, un journal auquel il a longuement participé, collaboré, auquel d'ailleurs il a même fait écrire le jeune Romain Gary, qui ne s'appelle pas Romain Gary, qui s'appelle encore Cassef, et il a pris 2 nouvelles du jeune Gary pour les publier dans Gringoire. Eh bien, il découvre que le journal évolue dans un sens que, bien sûr, il réprouve de toute son âme, et qui est l'antisémitisme, avec Georges Suarez, avec Henri Béraud, en particulier. Donc, il va quitter Gringoire. Mais la véritable conscience de sa judaïté sera au moment de sa découverte de la Palestine, alors occupée par les Anglais, dans les années 25-30, où il est entraîné par Haïm Weizmann, qui sera le premier président de l'État d'Israël, et qui lui fait découvrir cette terre. Et l'aventure du sionisme pour Kessel sera fondamentale. Il écrira un livre très beau qui s'appelle « Terre de feu et d'amour » sur Israël. Et surtout, il aura le visa numéro 1 de l'État d'Israël en 1948, lors de la création de l'État. Joseph Kessel, un grand homme dans la résistance. Vous avez eu des gens merveilleux pendant la résistance qui ont été torturés et qui ont donné, sous la torture, leurs amis. Qui est le héros ? L'homme qui s'est vraiment dévoué, battu pour une cause magnifique ou pour quelques pièces d'or. C'est pas... Est-ce que c'est le but qui compte ou est-ce que c'est la résistance, la qualité de courage qui est en premier chef?
Alors, c'est tout ce que j'ai essayé. Vous me demandez ce que m'a enseigné la vie, ce que j'ai retenu. Ce que vous avez retenu. Une immense, vraiment, pitié pour la condition humaine. Mon sentiment profond, mais que je n'applique pas, parce que c'est impossible, c'est que personne n'est coupable, personne n'est responsable. Qu'on mette ça sur le compte des religions, que Dieu sait tout. Donc tout ce qui se passe et se passera, c'est prédestiné sur la science, la cause et l'effet, enfin sur ce que vous voulez. À mon sens, un homme n'est pas responsable. Joseph Kessel, dont le grand roman sur la résistance s'intitule « L'armée des ombres ». Dominique Bonnat, quel rapport, qu'est-ce que la guerre a profondément, et ces années dans la résistance, a changé en lui, sur sa conception, je trouve qu'on l'entend bien dans cet extrait, de l'âme humaine, de la nature humaine. Oui, c'est tout Kessel, cette intervention, c'est d'ailleurs extrêmement beau. Kessel, c'est un homme de tolérance, d'indulgence, qui est sensible au malheur des hommes. Ce n'est pas pour rien qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Le Tour du malheur ». Il a expérimenté lui-même, parce que c'est un être d'une extrême sensibilité, tout ce que la vie peut apporter de souffrance, de blessures. Il y a un épisode de la vie de Kessel qui me fascine toujours. C'est lorsque tout jeune, en 1914, il a voulu s'engager. Il était trop jeune pour aller sur le terrain des combats, mais il a été affecté à un hôpital. Et là, il était aide infirmier, donc il voyait la souffrance que provoque la guerre. Il a entendu les soldats gémir, il a assisté à tous ces malheurs-là, et ça l'a profondément marqué, je pense, pour le reste de ses jours. Donc, Kessel, oui, c'est un aventurier, oui, il aime l'action, oui, il s'est engagé dans la résistance au point de dire que le mot « résister » était le plus beau mot de la langue française, mais il est, en même temps, un homme d'une montagne de tendresse. Et il lui a donné ses lettres de noblesse aussi à ce mot « résister ». Finalement, il y a un peu tout ça, tout cet état d'esprit, toute cette conscience aussi du monde dans le grand hymne de la résistance. Arrivés à Londres, les deux hommes ont composé le chant des partisans à la demande des chefs de la résistance, un chant pour l'armée des ombres. Maurice Druon nous raconte sa création. Un chant était une chose unificatrice. Et puis voilà, on s'est trouvé un jour dans un petit hôtel qui était tenu par un Français aux environs de Londres, où les officiers de la France libre ou bien les résistants en mission se réunissaient pour le week-end, quand ils le pouvaient, entre les diverses tâches. Et on s'est mis dans le salon, et puis sur un piano désaccordé, j'ai frappé avec un doigt la ligne mélodique. Kessel était, il faut le dire, encore moins musicien que moi, sauf pour la musique zigane. Il disait, moi, je reconnais la Marseillaise parce qu'on se lève quand on la joue. J'ai pensé aux résistances dans le passé, et particulièrement à une, c'est la résistance des chouans. Alors j'ai dit, et si on commençait, entends-tu le cri sourd du hibou? Et puis c'est devenu le vol noir du corbeau, parce que l'oiseau s'adaptait mieux à la situation, et là-dessus, nous nous sommes renvoyés les paroles l'un à l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, nous venions de France. Nous avions vécu sous l'occupation. Nous avions fait de la résistance. Et nous étions chargés de la douleur, de la misère de notre pays. Des gens qui cravaient de faim. Nous savions tout de même les tortures, les arrestations de nos amis. Nous avions franchi les Pyrénées à pied, la Sierra hispano-portugaise à cheval, nous savions c'était que l'évasion. Enfin... Et nous avons essayé de faire passer sur cette musique, au rythme lent mais court, et avec des mots brefs, de faire passer tout ce que nous pouvions de ce que nous avions emmené avec nous. Le chant des partisans raconté par Maurice Druon. Alors évidemment, c'est un grand chant que notamment Germaine Sablon entonnera. Mais sur l'écriture de ce texte, Dominique Bonnat, vous qui êtes aussi écrivaine et académicienne, comment vous qualifiez aujourd'hui l'écriture, les mots, le rythme des phrases de ce chant, de cet hymne? Alors d'abord, ce qui est fascinant, c'est qu'en effet, c'est un chant à 4 mains. Donc on ne peut pas dissocier l'écriture de Kessel et l'écriture de Druon. On ne sait pas qui a trouvé la fameuse phrase ami, quand tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Donc là, il y a un peu un mystère de la création à 4 mains. Ce qui est effectivement très beau, c'est le rythme même de ce chant,
qui est sur le mode de la mélopée. Il ne faut pas oublier qu'au départ, il y a quand même une musique. Cette musique, c'est une guitariste russe. Donc c'est un chant français sur une musique russe d'Anna Marly. Et ce chant était souvent sifflé, c'est-à-dire que les paroles doivent se mêler non seulement à la musique de fond, mais également à un sifflement. Donc c'est un chant martial, c'est un chant guerrier, mais auquel deux femmes sont liées, puisqu'il y a Anna Marly d'un côté à la création de la musique et Germaine Sablon de l'autre pour la première interprétation du chant. Bien plus tard, après l'avoir vu grandir, Kessel ayant vu grandir quand même Druon, c'est notamment lui, l'oncle, qui le fera entrer à l'Académie en 1966. Une élection vécue par Druon, l'auteur des Rois maudits, pour mémoire, comme une apothéose, racontez-vous, Dominique Bonnat, un combat pour lui au service de la langue française. Entré 4 ans plus tôt, pour Kessel, les deux hommes n'entretiennent pas tout à fait la même relation à l'institution, et ça c'est intéressant quand vous le racontez, cette institution dont vous êtes membre aujourd'hui. C'est un portrait de vos pères finalement, hein, mais vous ne devez en tout cas pas, vous, à Maurice Druon, votre élection, Dominique Bonnat, farouche opposant à l'entrée du deuxième sexe à l'Académie. 40 bonnes femmes qui tricoteront aux séances du dictionnaire ne sont pas un avenir, a-t-il dit férocement. Vous louez néanmoins son écriture, vous louez son univers fantasmé. Quelle différence, racontez-nous, ils entretenaient l'un et l'autre à l'Académie française? Eh bien, à l'Académie française, Kessel a été un académicien peu présent. Il a été là pour prononcer son discours, l'éloge au moment où il est entré, qui est un magnifique éloge. Je le rappelle dans mon livre, où il a surtout marqué sa différence, le fait qu'il était russe, qu'il était juif, pour succéder au fameux duc de la Force, qui était son prédécesseur. Donc, l'Académie ne l'intéressait pas vraiment, mais il était heureux d'en faire partie, je pense. Il est venu parce qu'il avait beaucoup de copains à l'Académie. Il y avait Cocteau, il y avait Pagnol, enfin, il était heureux. Mais pour lui, la vie amis. Était ailleurs. Mais la vie était ailleurs. Alors que Druon a trouvé une vraie famille à l'Académie française, a pris tout de suite sa part des responsabilités, est devenu secrétaire perpétuel et pendant très longtemps, pendant une bonne dizaine d'années. Donc, il s'est vraiment engagé en tant qu'académicien au service de la langue française. Il y a encore des fauteuils à pourvoir à l'Académie française aujourd'hui. 5. C'est énorme. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'Académie prend son temps pour choisir les futurs académiciens ou, je l'espère, académiciennes. Ouais. Ça fait plus rêver ? Non, je pense que l'Académie fait toujours rêver, mais elle est un peu intimidante dans la mesure où il faut soi-même poser sa candidature, qu'il y a donc un risque d'échec et que se confronter à l'échec n'est pas toujours facile. Bon, ben voilà, pour cet avenir. 5 places, l'appel est lancé. Les partisans, Dominique Bonnat, Kessel et Druon, une histoire de famille, vient de paraître chez Gallimard. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous. Merci.